Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine dans lequel nous allons aborder différents sujets. D'abord la question de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, de l'autoritarisme de ce gouvernement. Nous allons parler évidemment de la situation en Israël et en Palestine qui est catastrophique. Et puis, nous allons parler de pourquoi, lorsque nous luttons contre l'antisémitisme, il faut lutter contre l'extrême droite dans ce pays. Générique. Alors, je voulais commencer par ce qui s'est passé lundi. Lundi, je vais commencer par vous lire un tweet. Il est 11h25. En France, les femmes travaillent désormais gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Mixité des métiers, orientation professionnelle, accès aux postes à responsabilité, égalité salariale. Nous devons agir sur tous les leviers. J'y veillerai. Ce tweet, c'est celui de Madame Elisabeth Borne, qui est quand même assez incroyable parce que si les inégalités salariales persistent de manière aussi forte en France et si depuis lundi 11h25, les femmes en France en moyenne travaillent gratuitement, c'est parce qu'il reste encore une inégalité de salaire entre les femmes et les hommes en moyenne de 25% dans ce pays. Et ça ne découle pas du hasard, ça ne vient pas de choses comme ça qui arriveraient de manière naturelle, ça vient d'abord et avant tout de choix politiques. Et le choix politique qu'a fait Elisabeth Borne, son gouvernement et Emmanuel Macron, c'est de ne pas agir sur cette question de l'égalité salariale. La preuve, nous avons proposé à de nombreuses reprises qu'on sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, et à chaque fois, ce gouvernement et les macronistes l'ont refusé. De même, nous avions proposé que lorsque nous donnons de l'argent public à des entreprises, qu'on conditionne ces aides publiques au fait que les entreprises qui reçoivent cet argent public respectent l'égalité salariale, ce que là aussi, ils ont toujours refusé. Quelle est la conséquence de cela ? La conséquence, c'est des inégalités salariales qui perdurent au point qu'on a calculé, si on continue comme ça, alors l'égalité salariale devrait arriver en 2234. Bon, donc ce n'est pas aujourd'hui. Ensuite, la deuxième conséquence, c'est que vous vous retrouvez avec des métiers extrêmement féminisés. 93% des AESH, accompagnantes d'élèves en situation de handicap, sont des femmes. 92% des assistantes maternelles sont des femmes. 87% des aides-soignantes sont des femmes, qui sont souvent les métiers les moins bien payés, les moins bien rémunérés. Et donc, vous avez une surreprésentation des femmes dans la population pauvre du pays. Et ça aussi, c'est la responsabilité d'Elisabeth Borne, puisque le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est plus 400 000 pauvres en plus dans le pays, ce qui est inacceptable dans la 7e puissance économique au monde. Et donc, ce gouvernement continue d'appauvrir la grande majorité de la population et évidemment, cet appauvrissement, comme d'habitude, retombe en premier lieu sur les femmes. Et je voulais vous alerter sur ce qui est en train de se passer depuis lundi. Depuis lundi, la loi immigration est discutée au Sénat. Alors, parmi les déclarations plus xénophobes les unes que les autres, les sénateurs ont voté quelque chose d'extrêmement grave. Ils ont voté la suppression des allocations familiales pour des personnes étrangères qui seraient là depuis moins de 5 ans en présence en France. Or, les allocations familiales ne sont pas faites pour les personnes qui les reçoivent directement, c'est-à-dire les adultes. Les allocations familiales sont faites pour les enfants. Et pour respecter notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que tout enfant doit avoir le droit à un minimum de quoi vivre dignement. Et donc, en quelque sorte, lorsqu'ils font ça, en plus d'être profondément racistes dans la pensée qu'il y a derrière, sur les étrangers seraient des gens qui profitent et je ne sais quoi, on sait très bien de qui est responsable de la fraude de l'argent dans ce pays, ce sont d'abord les fraudeurs fiscaux et donc les riches qui vont planquer l'argent à l'extérieur du pays pour ne pas pouvoir payer les impôts et participer à la solidarité nationale. Mais en plus d'être profondément raciste, cela contrevient aux droits des enfants dans une convention internationale que la France a pourtant ratifiée. Et puis ils ont fait une deuxième chose. Ils ont décidé de supprimer l'aide médicale d'État pour une aide d'urgence tout simplement. C'est absurde. Parce que si vous croyez que des microbes ou des maladies vont faire attention à savoir si la personne sur laquelle ils vont aller a des papiers ou n'a pas de papiers, c'est n'importe quoi. Et donc tout le monde comprend, notamment avec l'exemple du Covid, que si vous ne soignez plus une partie de la population, alors forcément vous avez plus de chances d'épidémies qui peuvent se répandre et donc que c'est nuisible à la santé publique. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle c'est absurde et c'est inhumain pour évidemment les personnes dont on est en train de parler. Première chose. La deuxième chose,
c'est que je rappelle que l'aide médicale d'État, c'est 0,4% des dépenses de santé de ce pays, c'est-à-dire absolument rien. Et que, en 2018, ils ont regardé le nombre de cas de fraude qu'il y avait sur l'aide médicale d'État. Attention, il y avait 38 cas de fraude, donc absolument rien. Et donc on nous explique qu'on supprimerait l'aide médicale d'État, qui est une nécessité de santé, de politique de santé publique, pour 38 cas de fraude. Donc c'est absurde, c'est n'importe quoi. La conséquence de cela, ça va être que quand vous allez prendre des gens qui sont malades déjà depuis longtemps, et donc que vous allez prendre en urgence, au lieu de traiter au début ou en préventif sur la santé des gens, eh bien à la fin, ça va coûter même plus d'argent à la collectivité que de soigner les gens comme tout être humain que l'on respecte dans ce pays, dans un pays aussi riche que le nôtre. Et ce n'est pas un hasard s'il commence par ça, c'est parce que lorsque l'on s'en prend aux droits des plus faibles dans ce pays, eh bien généralement derrière c'est pour détricoter les droits de tout le monde, et donc il faut se battre pour que ces droits puissent continuer, et je vous assure que le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES se battra à l'Assemblée nationale contre ces mesures qui sont ignobles, inhumaines et inefficaces. Et ça va avec une chose, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui est en train de se passer dans le pays. Même si les médias n'en parlent plus, eh bien, on continue d'être dans un pays où des gens se privent d'un repas par jour régulièrement pour que leurs enfants aient à manger, où les impayés de cantine sont en train d'exploser, bref, où la faim continue de disloquer le pays. Et quand vous voyez que la Première ministre et Emmanuel Macron sont à leur 16e 49.3 pour passer en force un budget dans lequel nous avions arraché des victoires, par exemple le recrutement de 4000 accompagnantes d'élèves en situation de handicap pour que les enfants en situation de handicap puissent aller à l'école, dans lequel nous avions gagné 1,5 milliard pour le fret ferroviaire, dans lequel nous avons gagné 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, eh bien tout ça est balayé par un 49.3 avec un budget qui doit faire 16 milliards d'euros d'économies sur le dos des Français et qui ne correspondra en rien aux besoins des gens, avec l'hôpital qui s'écroule, l'école qui s'écroule et l'ensemble des services publics qui s'écroulent, avec une population qui est de plus en plus précarisée, ce qui est bien sûr insupportable. Et il faut redire qu'à chaque instant, nous pouvons faire autrement dans ce pays, surtout dans un pays aussi riche que le nôtre. Alors cet autoritarisme d'un 16e 49.3, il croit vraiment qu'on peut gouverner la France à coup de 49.3, va avec une autre forme d'autoritarisme que nous avons vu apparaître cette semaine à l'Assemblée, qui est un précédent extrêmement grave sur la démocratie. Nous avions prévu dans notre niche parlementaire, qui est le 30 novembre, de parler de beaucoup de sujets, et notamment de proposer une loi pour abroger la retraite à 64 ans. Je le rappelle, la retraite à 64 ans n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Ils ont d'abord utilisé le 49.3. Lorsque nous avons voulu en rediscuter, ils ont utilisé des magouilles dans le règlement de l'Assemblée en faisant à chaque fois des choses qui étaient inédites, jamais vues dans la Ve République. Et là, lorsque nous avons déposé un premier texte, ils ont décidé qu'il était irrecevable. Donc on ne pouvait pas le discuter. Nous avons trouvé une proposition de loi qui avait été déposée en avril, qui, elle, avait été jugée recevable. Donc, on peut la discuter, ça avait été décidé comme ça. Eh bien, Yaël Braun-Pivet et la Macronie ont décidé, alors que ce n'est absolument pas permis par le règlement, de réunir le bureau de l'Assemblée nationale, où les macronistes sont majoritaires, pour décider, finalement, que la proposition de loi recevable devenait irrecevable et donc qu'on ne pouvait pas discuter de l'abrogation de la retraite à 64 ans. C'est très grave parce que ça veut dire que c'est Yaël Braun-Pivet maintenant qui décide quelle proposition de loi on peut discuter ou ne pas discuter, première chose. Deuxième chose encore plus grave, Yaël Braun-Pivet, en terminant la réunion, a dit « Maintenant, cette décision s'appliquera à toutes les propositions de loi qui porteront sur le même sujet. » Donc ça veut dire que Yaël Braun-Pivet et les macronistes, avec le soutien du gouvernement, font tout et ont fait en sorte que nous ne puissions jamais discuter et voter de la retraite à 64 ans. Et donc, la seule chose qui nous reste à faire, eh bien, c'est de faire partir ce gouvernement. Ça, c'est sur la situation dans laquelle on est, où ils sont obligés de monter à chaque fois d'un cran d'autoritarisme pour continuer une politique qui est une politique contre le peuple et sur laquelle nous continuons d'être mobilisés comme premier opposant, mais aussi comme premier proposant. Ensuite, évidemment, la situation politique nationale et internationale reste largement dominée par ce qui se passe en Palestine, avec une inquiétude extrêmement forte de notre part, puisque maintenant nous sommes dans des bombardements d'une population à Gaza qui dure depuis plus d'1 mois, avec un seuil de 10 000 morts qui a été franchi côté palestinien,
Et dans ces 10 000 morts, je le rappelle, 40% sont des enfants, donc vous avez plus de 4 000 enfants qui sont morts, et 70% de ces personnes qui sont mortes par les crimes de guerre qui sont perpétrés par le gouvernement de Netanyahou, 70% sont des femmes et des enfants. Il y a une situation humanitaire à Gaza qui est dramatique, sur laquelle les organisations internationales, les ONG ne cessent d'alerter. Il n'y a plus d'eau, les habitants sont obligés de boire l'eau de la mer avec tout ce que ça implique derrière comme transmission de maladies. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de carburant et de médicaments au point que la majorité des hôpitaux du pays ont fermé et ne sont plus opérationnels. Et dans les hôpitaux qui restent ouverts, on est obligé d'opérer les malades sans les anesthésier, sans médicaments, sans rien contre la douleur. Et lorsque nous avons auditionné lundi avec une partie du groupe parlementaire la rapporteure spéciale de l'ONU au territoire palestinien, elle nous donnait ce chiffre absolument terrible en disant « un Gazaoui sur 200 est d'ores et déjà mort ». Et elle disait « un enfant à Gaza meurt toutes les 10 minutes ». Et elle alertait sur le risque de nettoyage ethnique qui est en train de se faire. Et je veux appuyer là-dessus. Lorsque vous avez Benjamin Netanyahou qui explique que son plan est d'occuper Gaza et que dans le même temps en Cisjordanie, où je rappelle le Hamas n'est pas, vous avez plus de 150 personnes qui ont d'ores et déjà été tuées par des colons et que la colonisation continue, nous sommes très inquiets de ce qui est en train de se passer parce que ce qui est en train de se passer, c'est en fait, en quelque sorte, d'essayer de faire mourir la possibilité de deux États, qui est la solution que nous portons comme les résolutions de l'ONU, et donc qui sont en train d'atteindre même les possibilités de la paix. Donc, Emmanuel Macron doit impérativement, puisqu'il y aura la conférence humanitaire qu'il veut faire, arrêter avec juste la trêve humanitaire qui est de dire on s'occupe de la situation humanitaire et puis ensuite on autorise de nouveau Israël à bombarder. Il doit dire que la France s'engage pour un cessez-le-feu immédiat, parce que le cessez-le-feu est le seul à même de protéger des dizaines de milliers de vies innocentes, d'arrêter ce qui s'appelle un déplacement de population forcé, puisque vous avez déjà 1,6 million de Palestiniens qui ont été déplacés et qui sont contraires à tout droit international, notamment lorsqu'on sait qu'il y a en plus du phosphore blanc qui est utilisé, des hôpitaux, des écoles, etc. qui sont visés. Donc la France a une responsabilité, comme le concert des nations dessus, sur le fait de dire il faut un cessez-le-feu immédiat pour ensuite réouvrir des conditions de paix autour de la solution à deux États, parce que ce qui est en train de se passer est terrifiant et que je crois que Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur du moment historique dans lequel nous sommes, qui est évidemment quelque chose qui foudroie notre humanité commune. Alors, je voudrais redire aussi, puisque ce sont des débats que certains irresponsables essayent de porter en France, que nous ne sommes pas d'accord avec la guerre des civilisations, de même que nous ne sommes pas d'accord avec le fait de résumer une guerre coloniale qui a lieu depuis 75 ans entre Israël et la Palestine à une guerre de religion. Ceux qui font ça sont des irresponsables. Et je veux redire ici ce que nous avons dit, nous, la France insoumise, à de nombreuses reprises. L'antisémitisme est un poison. Nous combattons l'antisémitisme comme toutes les formes de racisme. Et je redis à chaque personne de confession juive dans ce pays que s'il est pris à partie, ou quand il est pris à partie parce que juif, il trouvera à tout moment, en bloc, les insoumis à ses côtés. Et je n'accepte pas que, parce que quelqu'un serait de confession juive, on confondrait ça avec une politique d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou. Je le dis parce que l'unité du pays est en jeu et qu'il faut faire extrêmement attention. Personne n'a envie, à part les irresponsables d'extrême droite, qu'il y ait des guerres de religion en essayant d'opposer des gens selon des religions en plus réelles ou supposées. De même que je suis très inquiète lorsque je vois des actes d'islamophobie qui eux aussi se multiplient, comme les actes antisémites, et qui, en quelque sorte, avec un discours médiatique qui minorerait la valeur de certaines vies par rapport à d'autres. Par exemple, des éditorialistes qui vont vous expliquer qu'un enfant à Gaza a une mort qui est moins dramatique parce qu'il meurt sous des bombes qu'un enfant israélien qui meurt sous les crimes de guerre du Hamas. C'est insupportable comme manière de faire. Et je le dis avec force, c'est
quelque chose qui est très dangereux pour notre pays. Et chacun doit se rappeler à cet instant que nous devons toutes et tous être des remparts contre la haine et redire que ce qui fait l'unité de notre peuple, c'est justement celui qui doit être à la hauteur de redire la seule façon de ramener la paix au Proche-Orient, c'est d'agir concrètement et urgemment pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et de ne surtout pas mettre le doigt dans une pseudo-guerre de religion que personne ne souhaite dans ce pays et qui ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe en Palestine. Alors, j'espère que Emmanuel Macron appellera enfin à ce cessez-le-feu, à cette conférence humanitaire qu'il appelle. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ce que fait le gouvernement israélien est de plus en plus isolé sur la scène internationale et il faut impérativement utiliser l'ensemble des leviers diplomatiques pacifiques que nous avons pour faire en sorte de les faire stopper ces bombardements inhumains immédiatement et faire entendre notre voix face au cessez-le-feu. Ils appellent à une marche citoyenne contre l'antisémitisme. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'antisémitisme. Mais je veux le dire ici avec fermeté. Il ne peut pas être possible de manifester sur la lutte contre l'antisémitisme avec l'extrême droite à nos côtés. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous avez Jordan Bardella qui explique encore dimanche dernier... Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Je vous rappelle ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour avoir affirmé plusieurs fois « Les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire ». Jean-Marie Le Pen a été condamné pour apologie de crimes de guerre et contestation de crimes contre l'humanité en disant « En France, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y a eu des bavures ». Jean-Marie Le Pen est aussi celui qui, en parlant du ministre de la fonction publique, Michel Durafour, disait « Monsieur Durafour crématoire ». Et je pourrais continuer longtemps. Je ne peux pas défiler à côté de Jordan Bardella qui dit que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite alors qu'il a été condamné à plusieurs reprises sur des choses qui sont négationnistes. De même, quand vous regardez l'extrême droite à l'Assemblée nationale, alors ils mettent des cravates, ils mettent des costumes, mais vous avez par exemple Frédéric Boccaletti. Frédéric Boccaletti est un député du Rassemblement national qui était aussi le propriétaire d'une librairie négationniste et donc antisémite. Et donc il n'est pas question de manifester à côté de ce député qui promeut l'antisémitisme. Et je veux le redire ici pour que tout le monde entende cette question-là. Il n'est pas possible de marcher sur des questions de lutte contre l'antisémitisme avec des gens qui sont un parti qui est un parti qui a été fondé par des anciens SS, donc qui ont une histoire très longue avec la question de l'antisémitisme. Et il ne peut pas être question de, en quelque sorte, dédiaboliser le Rassemblement national sur le fait que c'est toujours l'extrême droite dans ce pays qui a accompagné l'antisémitisme et les actes antisémites. D'autant que samedi, une délégation du groupe parlementaire Insoumis sera présente, et d'ailleurs appelle à la manifestation antifasciste contre l'extrême droite qui, je le rappelle, continue à faire des actes violents dans notre pays. Il n'est pas possible le samedi de manifester contre le danger et les violents de l'extrême droite et le dimanche de manifester à leur côté en faisant croire qu'ils seraient contre l'antisémitisme alors que beaucoup d'entre eux le propagent. C'est aux macronistes de se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils sont en train de dédiaboliser et de banaliser l'extrême droite en acceptant qu'ils manifestent avec eux. Je crois que c'est eux qui ont une responsabilité très forte face au pays et que cette attitude est extrêmement dangereuse. Donc je vous le dis, vous nous trouverez à tout moment aux côtés de celles et ceux qui seraient pris à partie, stigmatisés pour telle ou telle religion, pour telle ou telle couleur de peau. Nous refusons absolument ça. C'est l'héritage humaniste que nous avons au cœur de notre programme, de rappeler l'égalité des êtres humains entre eux et que nous refuserons à tout moment les haines qui seraient dirigées contre les uns et les autres. Et c'est comme cela que nous pouvons faire nation et que nous pouvons penser notre avenir en commun. On continue, en tout cas, vous dire que la Macronie, cette semaine, est quand même bien éprouvée. Ils ne viennent plus à l'Assemblée, donc c'est un effondrement qu'on est en train d'apercevoir. Et vous le savez, mais Éric Dupond-Moretti est
en ce moment devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Et il ne faut pas banaliser cela. C'est la première fois qu'un ministre en exercice se retrouve devant la Cour de justice de la République. Et c'est la première fois qu'un ministre de la Justice se retrouve pour prise illégale d'intérêt. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir, comme ministre, fait des procédures de sanctions contre des magistrats avec lesquels il avait été en conflit lorsqu'il était avocat. On va suivre cela, mais tout ça permet de continuer une forme de délabrement qu'on voit sous nos yeux du pouvoir et de dire qu'à tout moment, on va faire autrement. Merci à vous.